Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours et de votre activité professionnelle en ce moment? Alors mon parcours, bien sûr, ça dépend à partir de quand, mais disons que pour le connecter à mon activité professionnelle, le point de départ pertinent, ce sont mes années de lycée et plus précisément ma terminale au lycée de Poissy où j'étais donc élève et où j'ai d'ailleurs habité pendant des années. Et en terminale, donc, en classe de philosophie, j'ai eu la chance de rencontrer une enseignante, une prof de philo, comme on dit, hein, qui était particulièrement versée dans les sagesses orientales, comme je les appelais alors, d'une façon un peu adolescente, mais les philosophies de l'Asie, pour être plus précis, qui étaient le bouddhisme, l'hindouisme, et puis aussi le soufisme, qui était une véritable découverte encore plus grande peut-être que les autres. Et quand j'ai terminé ma, mon année et que j'ai eu mon bac, non seulement je suis resté très ami avec cette personne, Elisabeth Andrès, qui est toujours une amie que nous voyons maintenant comme quelqu'un qui fait partie de la famille, littéralement, hein, et que mes enfants considèrent comme faisant partie de la famille. Et bien, une fois que donc cette page a été tournée, je suis rentré à Sciences Po. Et là, alors à 18 ans, c'était difficile parce que je n'avais jamais été parisien, que je venais d'un milieu social totalement différent de la banlieue ouvrière. À l'époque, c'était une banlieue ouvrière. Depuis, ça s'est beaucoup boboisé. Mais il ne faut pas oublier que Poissy, c'était les grandes usines, Simca, Chrysler, Talbot, Peugeot, aujourd'hui Peugeot PSA. Et donc j'étais dans une difficulté personnelle en termes d'acclimatation. Sciences Po était encore très peu internationalisé, très parisien, très bourgeois pour pas dire plus. Et donc c'est là où, en quelque sorte, j'ai mis les philosophies que j'avais apprises en pratique, en quelque sorte, pour retrouver une forme de stabilité, de sérénité. Je ne suis pas arrivé très vite d'ailleurs, très bien non plus, mais ça m'a quand même beaucoup aidé et ça m'a fait lire dans ces domaines-là, hein. Donc j'ai beaucoup lu et, et j'en ai pratiquement à ce moment-là fait mon métier, c'est un grand mot, mais en tout cas ma vocation. J'ai compris que l'attirance que j'avais pour ces pensées pourrait me donner la motivation de travailler en chercheur dans ce domaine. Alors comme j'étais à Sciences Po, faire de la philosophie n'était pas véritablement le plus idéal, le plus facile. Donc j'ai cherché une intersection entre cet intérêt personnel et la science politique, car c'est la discipline avec laquelle je me suis finalement retrouvé le plus à l'aise, l'histoire aussi bien sûr. Et donc j'ai fait en troisième année de Sciences Po, à l'époque c'était la dernière année de Sciences Po, un mémoire sur les mouvements de réforme socio-religieuse qui était justement né de la rencontre de l'hindouisme et de la modernité occidentale au XIXe siècle, fin XVIIIe, début XIXe siècle. Et ça a été mon premier travail de recherche qui est véritablement né donc du croisement d'une motivation personnelle et d'un contexte de sciences sociales bien défini à Sciences Po. Et Sciences Po ayant une qualité d'ouverture d'esprit déjà très marquée, a trouvé pertinent un travail qui aurait pu sembler décalé par rapport à ce que la science politique représente en général. Mais non, j'ai eu la chance d'être guidé par Serge et Christiane Hurtig, qui étaient à l'époque indianistes à Sciences Po,
Et Serge a été mon guide. Il était secrétaire général de la Fondation des sciences politiques à l'époque. Et puis des historiens comme Jacques Pouchpadas, qui étaient extérieurs à Sciences Po, mais qui ont trouvé intéressant de me guider, m'ont aidé. Et donc, c'est ainsi que on arrive au milieu des années 80. Et là, 84, c'est mon premier voyage en Inde. À 20 ans exactement. Et je ne cesserai plus d'y aller. Ça fait donc quelque chose comme 37 ans maintenant que j'y vais tous les ans, au minimum une fois. Et puis je vais me lancer dans une thèse qui sera la continuation du mémoire en question sur les mouvements nationalistes hindous. Pour le coup, on passe plus au politique, au nationalisme ethnique. Ça va être une très belle expérience parce que je vais découvrir le travail de terrain. Je connaissais les archives, j'avais lu des manuscrits, j'avais travaillé sur des textes écrits par des penseurs. Là, je fais un travail de recherche de terrain qu'on peut qualifier d'anthropologie politique. Pour cela, j'apprends le hindi à l'INALCO. Je m'inscris aussi à l'EHESS pour faire un DEA d'histoire et civilisation avec Denis Lombard. Et en parallèle, je fais aussi une maîtrise d'histoire à la Sorbonne pour que la dimension historique soit bien couverte. Et c'est un peu préparé ainsi que je fais des terrains 3-4 mois par an pendant 3-4 ans, ce qui débouche sur une thèse, I cut a long story short, en 91. Et là, j'arrive à la transition professionnelle, puisque la même année, je suis recruté au CNRS et donc je deviens chercheur au CNRS. J'ai la chance d'être affecté à Sciences Po, au laboratoire où j'ai fait ma thèse, le Centre d'études et de recherche internationale, qu'aujourd'hui on appelle le Centre de recherche internationale tout court, le CERI. Et j'ai fait ma thèse, j'y suis rentré comme chercheur et j'y suis encore. J'ai dirigé le laboratoire pendant 8 ans, de 2000 à 2008. Mais c'est la recherche, c'est le travail de recherche qui, pour moi, est au-dessus de tout. Et donc, l'administration de la recherche, il faut y contribuer, c'est notre devoir, mais ne jamais perdre de vue son métier. Et pour moi, le métier, c'est la recherche et l'enseignement. Vous commencez en fin de lycée à vous intéresser à l'Inde et l'Asie du Sud en général? Oui, c'est ça. D'une façon un peu abstraite au début, en lisant des auteurs. Mais bon, petit à petit, en apprenant sur la sociologie, sur la société en tout cas, et il est évident que par exemple, l'étude du système des castes, qu'à l'époque j'ai découvert à travers Louis Dumont, m'a beaucoup intéressé parce que, en fait, on découvrait là l'altérité intégrale, littéralement. Être inséré dans une hiérarchie comme celle du système des castes, c'est découvrir une société où l'inégalité est légitime et insurmontable. On appartient à des espèces d'hommes différentes et on peut même dire qu'il y a des interpolations entre des espèces humaines et des espèces animales et que pour nous, on est complètement pris à contre-pied en tant que j'allais dire, occidental individualiste, en tout cas individualiste. Et du coup, inséré dans un univers social où l'égalité fondamentale des hommes est taken for granted, est quelque chose que l'on va considérer comme naturel, une valeur cardinale. Quand ce n'est pas l'égalité, mais la hiérarchie qui est naturelle, alors il y a un basculement cognitif qui est très désorientant, mais très intéressant à comprendre parce que en pratique, ça se traduit par quantité d'us et coutumes qui vont aller du mariage arrangé jusqu'à la ghettoisation ou en tout cas l'exclusion des plus bas dans l'échelle à la périphérie des villages. Et cette notion de pur et d'impur qui structure le système a des effets parfois même inconcevables. On ne laissera pas un intouchable, c'est comme ça qu'on les appelait, puiser l'eau dans le puits du village. Il faudra que quelqu'un le fasse pour lui, parce que sinon il souillerait le puits. Donc, quantité je dirais, de pratiques, de
de dispositions de pensée qui ne cessent d'interpeller. Et ça, je trouve que ça m'a beaucoup appris sur moi-même et ça m'a beaucoup appris sur ma société que de comparer ainsi, même implicitement, en faisant du terrain. Est-ce que vous pouvez me parler de votre recherche que vous faites en ce moment? Alors en ce moment, j'en fais plusieurs, mais c'est devenu une habitude, pas très bonne d'ailleurs, mais d'avoir toujours 3 à 4 projets en parallèle. Donc, je peux vous les lister parce qu'elles me tiennent toutes autant à cœur l'une que l'autre. Celle qui, en ce moment, m'habite beaucoup, c'est le travail que je fais sur l'islam en Asie du Sud et en particulier en Inde. Donc, j'y travaille à travers 2 projets différents. L'un concerne le soufisme précisément. Je travaille avec l'un de mes doctorants d'ailleurs, et ça c'est une autre chose que je fais de plus en plus, c'est équipe avec un étudiant qui du coup apprend plus vite, et moi je vais aussi plus vite grâce à lui ou à elle. Donc avec Just Smith, qui est cet étudiant, nous travaillons sur le lieu de pèlerinage qui est devenu la tombe, le mausolée d'un saint soufi. C'est l'un des plus grands, peut-être le plus grand saint soufi de l'Inde et de l'Asie du Sud même en général, Mohiduddin Chisti. Ce mausolée se trouve à Ajmer, donc au Rajasthan, et c'est un lieu de pèlerinage depuis au moins le XVIe siècle, probablement même dès la mort de cet homme au XIIe, on avait des pèlerins qui se rendaient sur ce lieu. Pourquoi ? Parce que le pouvoir du saint est encore plus grand quand il est mort. Et donc c'est un lieu où l'on va faire exaucer ou essayer de faire exaucer des vœux de toutes sortes. Le point intéressant pour nous, c'est le caractère interreligieux de cette pratique. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde croit au pouvoir, au pluriel, du saint. Et donc, qu'on soit hindou, qu'on soit chrétien, qu'on soit sikh, mon étudiant d'ailleurs est sikh, ou qu'on soit musulman, eh bien on va se rendre sur ce lieu pour obtenir ses bienfaits. Et c'est intéressant parce que ça nous montre que la religion, eh bien, elle est malléable en quelque sorte. Hein. On n'est pas dans des silos, on n'a pas des frontières rigides. Quand on rentre dans cette forme de croyance, on abolit ces frontières et on se retrouve à prier ensemble, quel que soit le credo initial auquel on appartient. Et ça, c'est une chose à laquelle Just Smith donc qui m'a beaucoup aidé à comprendre aussi. Alors, l'autre versant de ce travail sur l'islam, c'est quelque chose de plus sociologique. Je coordonne un très vaste projet qui regroupe une quarantaine de chercheurs français, européens, mais aussi américains, basés à Princeton, à Columbia, et puis bien sûr indiens, basés notamment à Ashoka University, sur les différentes facettes de la condition des musulmans dans l'Inde contemporaine. C'est une minorité qui est de plus en plus opprimée, de plus en plus marginalisée, et du coup, on a commencé à étudier leur déclin socio-économique, leur marginalisation dans les institutions, leur ghettoisation au sein des villes, et puis les réponses qu'ils apportent. Donc les réformes de la communauté qui s'amorcent, ou au contraire les crispations identitaires, au contraire, hein, le fondamentalisme qui peut apparaître comme une réponse, bien sûr. Voilà, donc ça c'est l'autre grand projet dans ce domaine qui est celui de l'islam. En parallèle, je mène un autre projet qui est en fait là en fin de cycle, qui est l'autre face de ce que je viens de dire, à savoir le nationalisme hindou. Le nationalisme hindou qui a été le sujet de ma thèse, qui m'a amené à faire beaucoup de terrain dans les années 80-90, est redevenu mon sujet d'étude parce qu'ils ont pris le pouvoir en 2014 et que du coup, il faut comprendre comment un mouvement nationaliste hindou si contraire à l'image que l'on a et de l'hindouisme et de l'Inde, puisque beaucoup plus sectaire qu'on ne l'imagine,
eh bien, gère le pays, et gère un pays qui a été connu pour sa diversité. Comment contraint-on une civilisation aussi diverse que la civilisation indienne, et comment fait-on rentrer dans le rang ceux qui du coup apparaissent comme des déviants? Alors les déviants sont de toutes sortes, hein. Ce sont les artistes qui évidemment transgressent les codes moraux de l'orthopraxie de caste notamment. Ce sont bien sûr les minorités, les musulmans au premier chef, mais aussi les chrétiens. Ce sont les universitaires, les ONG, les journalistes. Et donc, mon travail consiste à étudier la pratique politique d'une mouvance idéologique qui vient en quelque sorte tordre toute une civilisation. Comment cela est-il possible d'abord? Qu'est-ce qui fait qu'on finit par ne plus vouloir être en interaction avec les minorités comme on l'était auparavant? Pourquoi est-ce qu'on les marginalise à ce point? Pourquoi est-ce qu'on leur fait violence à ce point? Et la violence est partout dans cette affaire. Elle est physique, ce sont des lynchages, elle est symbolique, ce sont les trolls sur les réseaux sociaux qui en permanence persécutent en particulier les femmes musulmanes qui osent parler haut et fort. Voilà. C'est un sujet qui a déjà donné lieu à un livre en français, L'Inde de maudit, paru chez Fayard en 2019, mais que là j'ai entièrement revisité pour l'édition anglaise qui sortira cette année. Ce projet est a priori en fin de cycle. J'en évoque un dernier pour ne pas être trop long quand même, sur le Pakistan, parce que le Pakistan, c'est l'autre pays auquel je me suis intéressé à partir des années 90, un pays qui gagne à être connu, beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, mais où la chape de plomb que l'armée fait peser sur la société est particulièrement lourde. Donc on travaille un peu sous le radar, il faut être beaucoup plus prudent. Je pense que c'est ce qui va se passer en Inde maintenant de plus en plus, mais c'est déjà le cas. Mais au Pakistan, ça fait longtemps que c'est comme ça, donc c'est beaucoup plus routinisé. Et là, je travaille surtout sur les identités ethniques, et c'est intéressant de voir combien, alors que l'on se dit tous musulmans, eh bien, quand on est Pendjabi, quand on est Sindhi, quand on est Pashtun, quand on est Baloch, on a une autre identité. Et cela est une bonne façon de montrer à nouveau combien la malléabilité de l'identité est grande, sous-estimée. On a toujours le réflexe culturaliste, on pense en termes de le Pakistan est islamique, voire islamiste. Il faut déconstruire ça. C'est ce à quoi je m'attache. Ça, c'est un projet qui va m'occuper sans doute quelques années. Et est-ce que vous pouvez me parler d'un voyage, donc une expérience à l'étranger qui vous a vraiment marqué? Mon premier voyage en Inde. Oui. Le premier voyage en Inde, c'est le voyage initiatique, littéralement, et je pense que on est un peu tous passés par là quand on a fait un voyage qui a eu une suite, qui a marqué personnellement. Moi, je n'oublierai jamais cette traversée de l'Inde en plein mois de juillet, c'est-à-dire par 48-49 degrés, avec le début de la mousson qui est un phénomène extraordinaire. On voit les nuages s'amonceler à l'horizon, et puis 5 minutes plus tard, c'est le déluge, et 20 minutes plus tard, c'est l'arc-en-ciel. Donc rien que ça, c'est extraordinaire. Et puis le Gange qui gonfle, et on revoit des dauphins roses quand on a de la chance. Bon, rien que ça, rien que la nature, le paysage, ces rizières qui verdissent et qu'on voit à travers le train, parce que c'est un voyage que j'ai fait en train, bien sûr, c'est la meilleure manière de voyager en Inde, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais aussi, bien sûr, les gens. C'est-à-dire que c'est le moment où on découvre toutes sortes de règles, les fameuses castes dont je parlais, et toutes sortes de professions et toutes sortes de pratiques, comme par exemple l'astrologie. Donc, à 20 ans, on sait faire son thème astral
pour savoir à quoi ressemblera notre vie. Et évidemment, on y croit. Donc, ça commence à avoir un effet sur la façon dont on gère sa propre vie. Et puis les pierres précieuses qui, elles aussi, vous donnent une idée de ce que vous êtes et de ce qu'il vous faut. Sans compter, évidemment, la jeunesse curieuse de savoir qui on est. Ça a changé, ça, mais dans les années 80, il n'y avait pas encore tant de gens à aller au fin fond des villages. Et donc là on était dans une situation d'étrangeté assez radicale. Et il y avait une curiosité, des questions de toutes sortes, puis des réflexes assez étonnants. Il m'est arrivé dans ce voyage une chose extraordinaire. Étant hors caste, puisque je suis hors système, j'ai été considéré comme intouchable par l'une des familles dans lesquelles j'arrivais. Et donc, on m'a servi sur une feuille de bananier et il a fallu que je desserve tout ça moi-même parce que mon contact aurait été polluant. C'est des expériences qui marquent au fer rouge et qui font comprendre ce qu'on lit dans les livres. Là, pour le coup, ça devient concret. Super. Et donc, je sais aussi que vous êtes professeur dans plusieurs universités de renom, donc à Sciences Po aussi. Et est-ce que vous pouvez me parler de ce que vous aimez en tant que professeur et aussi votre expérience dans ce milieu? Ce que j'aime, c'est les étudiants. C'est-à-dire que ce métier d'enseignant que j'exerce de plus en plus d'ailleurs, parce qu'en fait, j'enseigne effectivement maintenant dans 2 universités de façon régulière, Sciences Po et King's College à Londres. Et je dirige de plus en plus d'étudiants aussi dans les 2 endroits. Et à chaque fois, ce qui est le moteur de la relation, de l'enseignement, c'est la relation justement avec les étudiants, dont j'apprends énormément et auquel j'essaie de transmettre ce que je sais et surtout ce que je sais de la manière dont on peut savoir. Et ça, pour moi, c'est très important parce qu'on essaie de ne pas transmettre qu'un savoir, on essaie de transmettre une façon d'apprendre. Et donc, ça, pour moi, c'est clé. Ça définit mon métier de façon générale. C'est-à-dire que j'ai bénéficié énormément de mes maîtres. J'ai été guidé par mes directeurs de thèse. Je dis mes directeurs de thèse parce que Jean Leca à Sciences Po était mon directeur officiel et puis en parallèle, Bruce Graham était mon directeur officieux à Brighton, à Sussex. C'était un expert dans le sujet, du sujet dont je traitais. J'ai beaucoup appris, énormément appris de mes maîtres et de tant d'autres enseignants. Je dois maintenant transmettre en quelque sorte le relais, passer le flambeau. Et je définis le métier d'académique, donc chercheur et universitaire à la fois, comme par l'image du maillon dans une chaîne. On passe ce que l'on sait et on essaie évidemment d'ajouter quelque chose de nouveau, de plus. Mais les étudiants, c'est comme ça que je les considère, comme des héritiers potentiels ou en tout cas comme des social scientists, pour prendre le mot anglais, en puissance. Et ça, c'est ce qui fait que la classe est particulièrement agréable. C'est la vie de classe, la communauté que finit par constituer une classe, c'est un joyau. Et quand l'alchimie fonctionne, et c'est généralement le cas, je n'ai pas eu de mauvaise expérience, ça fait maintenant 30 ans que j'enseigne, même plus. J'ai jamais eu d'expérience désagréable. Il y a des moments plus ou moins difficiles parce qu'ils ont beaucoup de travail, parce que c'est compliqué, ce qu'on explique. Et puis parce que là, on est en distanciel et que ça, c'est vraiment très, très pénible. Mais bon, on réussit quand même. Là, les cours ont repris. J'ai fait mon premier cours cette semaine et on réussit quand même à recréer du lien, même à distance. Donc voilà, ça, pour moi, si je devais définir ce qui compte le plus dans cette activité d'enseignement, c'est la relation aux étudiants. Et comment vous voyez votre activité évoluer dans le futur? C'est un peu le problème, c'est que je ne la vois pas beaucoup évoluer. Et ça, c'est
quelque chose de difficile à vivre. Il y a un moment où on fait ça depuis 30 ans, 35 ans. On pourrait le continuer jusqu'à la retraite et même au-delà d'ailleurs. Et c'est peut-être le moment où il faut se remettre en cause et se dire est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Alors, pour renouveler en quelque sorte mon métier, je réfléchis en ce moment même à des alternatives. L'une d'entre elles, c'est changer de terrain. De toute façon, je ne pense pas que je pourrais retourner en Inde facilement. Aujourd'hui, avoir un esprit critique ne se porte pas bien dans le pays. Je vais essayer de renouveler les lieux de mon terrain, y compris en allant dans des contrées pakistanaises où je ne me suis jamais hasardé encore, en espérant que ce ne soit pas trop risqué. Ça, c'est une façon de se renouveler. L'autre façon de se renouveler, c'est en changeant de méthode. Et ça, les étudiants m'y aident beaucoup, parce que les étudiants sont sur un front pionnier, inévitablement, surtout les doctorants. Ils sont beaucoup plus à l'aise avec les nouvelles technologies. Or, les technologies ont à voir avec nos méthodes de travail. Donc là, par exemple, je découvre de nouveaux outils pour faire du quantitatif. Moi, je n'ai jamais fait beaucoup de quantitatif. Mon terrain est plutôt ethnographique, je fais des entretiens. C'est ça que j'aime, c'est rencontrer les gens, les interviewer, les observer. Mais en même temps, je me rends compte que je laisse de côté des pans entiers de la connaissance que le quantitatif nous apporte. Et donc, deux anciens doctorants que j'ai dirigés, l'un à Sciences Po, l'autre à King's College, m'aident énormément à découvrir ces nouveaux domaines de compétences. Gilles Vernier, qui dirige un centre de recherche en données politiques et sociales à l'université Ashoka, par exemple, m'aide beaucoup dans un travail que nous faisons sur la sociologie des élus indiens, et c'est très riche, très réussi, avec le soutien du CNRS d'ailleurs. Et puis Jean-Thomas Martelly, lui, m'aide beaucoup à travailler sur, et d'ailleurs il fait l'essentiel de ce travail, sur le langage. Comment est-ce que le langage politique peut être mesuré? Comment est-ce que, au-delà de ce que l'on lit et de ce que signifient les mots et les phrases, eh bien, on peut déceler des styles à travers la quantification à la fois des mots, mais aussi des formules, mais aussi de la syntaxe, voire de l'intonation. Et le discours populiste, c'est à celui-là qu'on s'intéresse le plus en ce moment, eh bien, il se prête particulièrement à une analyse quantitative. Donc, pour me renouveler, j'espère aussi explorer des nouvelles méthodes, et j'espère que ces deux façons de faire permettront de trouver le second souffle dont je risque d'avoir besoin. Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez des compétences qui seraient vraiment les plus importantes pour qu'un jeune de mon âge ou plus, des compétences qu'il faudrait acquérir pour s'épanouir et réussir dans le futur? Alors, le mot compétence est là assez polysémique. C'est-à-dire que dans le mot compétence, vous pouvez mettre le savoir, justement, hein, les connaissances. Il en faut. Il faut avoir de la culture. Hein. On ne pense pas abstraitement. Il faut des objets sur lesquels on applique ou auxquels on applique sa pensée. Donc, il faut une culture minimale, disons. Mais pour moi, le mot compétence, il est surtout important en tant qu'il désigne une manière d'être, une manière d'aborder le savoir, et surtout une manière d'aborder l'apprentissage. Et donc, c'est une ouverture d'esprit, d'abord, qui est la condition sine qua non de tout apprentissage. Donc, une curiosité, bien sûr. Ça, je dirais que c'est une compétence minimale. Après, je dirais c'est plutôt en termes de structuration de sa pensée.
C'est-à-dire que ce que j'ai le plus appris de mes enseignants, et ça je l'ai vu dès le collège, je me souviens de profs de collège, et puis encore plus de profs de lycée, qui m'ont en quelque sorte appris à penser, mais appris à penser au sens où ils m'ont appris à structurer ma pensée. Donc, non seulement l'ouverture d'esprit, mais ensuite la capacité à organiser ses idées d'une manière logique. Alors, chacun a sa logique, mais que ça fasse sens, qu'on y retrouve quelque ordre. Et puis, troisième compétence, peut-être un peu du même ordre, capacité à l'empathie. Et derrière ça, je mets une capacité à relate to others, en quelque sorte. Tout ce que je viens de dire peut se percevoir comme étant un peu solitaire. On peut faire tout ce que je viens de dire seul, et c'est même préférable d'ailleurs. Mais une compétence complète pour réussir tout court, le mot n'est pas bien choisi d'ailleurs, s'épanouir, c'est le mot que vous avez utilisé, il est bien mieux. Pour s'épanouir, c'est savoir être empathique. C'est-à-dire que vraiment, on a tout à gagner à prendre les autres comme ils sont et apprendre d'eux et puis donner. Et vous connaissez sans doute la formule du père Sérac, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Alors tout ce qui n'est pas donné est perdu, ça vaut à tous les instants de la vie. Pour l'enseignant, c'est évident. Alors que enseigner, c'est donner. Mais pas que. Et donc ça me paraît une compétence, si on veut, en tout cas une qualité, elle aussi cardinale. Quand on réussit à faire tout ça, on doit ensuite pouvoir avoir une vie heureuse, en tout cas équilibrée. Alors j'ajouterai un dernier point, mais ce n'est pas une compétence vraiment, mais il faut s'engager. Il faut s'engager parce que d'abord le temps passe très vite. Et donc, on se rend compte que si on n'a pas pris d'initiative, pris de risques, on rate des occasions. Et puis, le monde est dans un tel état que si on ne s'engage pas, eh bien, ça va se dégrader encore. Et il y a un moment où votre génération regrettera d'abord ce que les générations précédentes ont fait, mais ça vous n'y pouvez rien. Mais regretta peut-être de ne pas avoir remonté ses manches quand c'était peut-être encore possible. Donc ça, c'est pas de l'ordre de la compétence, c'est de l'ordre, c'est d'un autre ordre. Mais s'engager pour la jeune génération, c'est absolument capital. Super, merci beaucoup. Et là, on va passer sur autre chose et je vais vous demander quels seraient les 3 musts à avoir dans votre bibliothèque? Les 3 musts? Oui. Ah. Alors, il y a des livres que j'ai dans la bibliothèque depuis justement ces années de lycée et ces années de découverte de ce que j'appelais exprès naïvement les sagesses orientales. L'un d'entre eux, c'est Le Jonc flexible de Paul Bourget, un livre qui, j'en suis absolument convaincu, n'a été lu que par une poignée de personnes, mais que moi je garde j'allais dire sous ma table de chevet, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas sur ma table de chevet au sens où je ne le lis pas tous les jours, loin de là. Mais il n'est pas loin, on peut le trouver si on en a besoin. Ça, c'est pour le côté purement spirituel. Pour le côté plus intellectuel, mais dans l'ordre de la fiction, je trouve toujours extraordinaire les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, qui pour moi est un roman ciselé, classique. Et je pense que mon inclination naturelle est celle du classicisme, dans ce qu'il a, dans ce que cela a de dépouillé. Donc, je recommande à ceux qui ne l'ont pas lu, mais je crois que là, et pour le coup, il y en a moins, de lire ce roman.
Et puis, après, il faudrait trouver un livre de sciences sociales, évidemment. Hein, mais là, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Je ne sais pas lequel je pourrais citer. Celui qui m'a peut-être marqué en premier, c'est Homo Hierarchicus de Louis Dumont. Homo Hierarchicus, c'est un livre qui a perdu beaucoup en popularité. On peut même dire qu'il est devenu assez impopulaire, ou en tout cas il est volontairement critiqué. Mais j'y trouve encore une rigueur intellectuelle et une capacité à expliquer simplement, le mot est un peu excessif, mais en tout cas intelligiblement, des notions particulièrement complexes. Et ça, c'est quand même ce qu'on attend d'un social scientist. Parce que se complaire dans le jargon, tout le monde sait le faire. Réussir à être obscur, c'est pas très compliqué. Alors, d'ailleurs, c'est paradoxal parce que Dumont a été qualifié d'obscur. Il y a un livre qui s'appelle Le clair et l'obscur où on oppose Dumont et Lévi-Strauss. Moi, je ne l'ai jamais trouvé obscur. Je peux considérer qu'il est implicite au sens où il avance masqué et ne révèle pas tout du système de valeurs qui sous-tend l'ouvrage. Ça, je peux le comprendre. Et que ce système de valeurs est peut-être quasiment réactionnaire d'un certain point de vue. Ça, oui. Mais ça, c'est une forme d'obscurité que je peux comprendre ou que je peux tolérer. Le reste, la mise à plat d'un système de caste, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Et donc, oui, si je devais mettre un troisième livre et que je le choisissais parmi des livres de sciences sociales, je crois que c'est celui-là que je citerais. Et donc en parlant des livres, on peut maintenant parler des films. Qu'est-ce que vous en auriez trois? Oui. Alors, c'est assez parallèle, hein, ce que je vais vous donner comme trio. Même chose, à l'adolescence, en même temps que je lis des philosophes, je vais voir des films qui parlent d'eux. Et il y a un film que j'ai vu je ne sais combien de fois. Il passait en matinée dans un cinéma du boulevard Voltaire. Ces rencontres avec des hommes remarquables. C'est un film de Peter Brook, un de ses premiers, qui raconte la vie de Gurdjieff, qui à nouveau n'est pas un homme nécessairement très recommandable, mais dont la vie est assez extraordinaire parce que c'est la quête d'un savoir spirituel. Et encore une fois, quand on est adolescent et qu'on est un peu dans la même trajectoire, ça parle. Et ce film est magnifique. Il est magnifique parce qu'il a été tourné dans des paysages extraordinaires en Afghanistan, au Moyen-Orient en général. Ça, c'est un très, très beau film. Le film, on pourrait dire romanesque, que je citerai volontiers, c'est Hiroshima, mon amour, d'Alain Resnais, qui est extraordinairement à la fois onirique et réaliste. Et je le vis comme ça. C'est un cinéma qu'on retrouve ailleurs, bon, Alain Resnais étant un maître en la matière, mais on retrouve cette espèce de mélange parfois aussi chez Rossellini, quand on voit Allemagne année zéro. Voilà, ça, ce sont des films qui, je pense, sont capables de faire passer par la fiction une réalité plus forte encore, ou faire plutôt passer la réalité de manière plus forte encore. C'est d'ailleurs ce que fait le poète en général. Ce sont des poètes autant que des cinéastes pour moi, ces hommes. Il y en a d'autres. Et puis alors, le film de sciences sociales, si je continue ma triade, je dirais c'est Gandhi, parce que ce film qui évidemment romance, embellit la vie de Gandhi, bah oui, il a aussi le pouvoir d'instruire. Et je l'ai montré à mes enfants qui ont 16 et 13 ans récemment, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors,
un film sur Gandhi, c'est comme un film sur Mandela. Et d'ailleurs, je pourrais citer le film sur Mandela. Mais voilà, ça, c'est des films qui sont des films de sciences sociales à mes yeux, parce que c'est des films d'histoire, mais d'histoire morale et politique. Et dernière question, est-ce que vous avez des personnages historiques? Je vous ai pas entendu, Cléa, on a été coupé. Donc, est-ce que vous avez des personnages historiques ou fictionnels que vous considérez comme des sources vraiment importantes d'inspiration? Oui. Professionnellement, enfin, grâce à ma profession plutôt, j'ai rencontré une figure historique qui m'a beaucoup impressionné. C'est Ambedkar. Ambedkar est le premier leader de caste intouchable à se dresser contre le système des castes au nom de l'égalité, à souffrir évidemment de cette révolte. Mais attention, cette révolte est née d'une analyse sociologique et anthropologique pionnière. C'est-à-dire qu'il passe à l'action après avoir fait l'analyse du problème. Et il l'a fait d'ailleurs dans les meilleures universités, puisqu'Ambedkar se retrouve à Columbia en 1913, passe ensuite à la LSI pour faire une thèse d'économie. Entre les deux, il est devenu docteur en droit. C'est un intellectuel. Mais c'est un intellectuel qui va s'engager, qui ne va pas trahir les siens pour devenir un homme de l'élite. Il aurait pu. Il a préféré continuer le combat jusqu'au bout. Et ce combat va être couronné de succès, puisqu'il va réussir à être celui qui rédigera la constitution de la démocratie indienne. Ça, c'est le parcours parfait. Un homme de lettres, de culture, de sciences, venu d'un milieu on ne peut pas plus plébéien, qui donne pour finir et aux siens, les autres intouchables, et à la nation, l'Inde, ce qu'il a de meilleur. Et la seule, mais la très mauvaise note finale sur laquelle tout cela s'achève, c'est le dépit, c'est l'amertume, c'est le sentiment que non, ça ne changera de toute façon pas. Et Ambedkar se convertit au bouddhisme quelques semaines avant de mourir pour manifester le fait que finalement, dans l'hindouisme, il n'y a pas de salut pour les basses castes. Mais ça, c'est la note finale qui fait que sa vie revêt encore un sens plus extraordinaire. Alors, ça m'amène d'ailleurs évidemment au personnage peut-être le plus influent de tous, qu'est le Bouddha. Okay. Comment ne pas trouver dans le Bouddha, en tant que personnage historique, la source d'inspiration par excellence. On ne peut certainement pas dépasser cela. Et alors, vous me direz, c'est vrai du Bouddha comme c'est vrai de Jésus-Christ, comme c'est vrai d'autres prophètes. Oui, certainement. Là, on est sur des hommes, et il faut garder le mot homme, il faut leur garder la qualité d'homme, qui sont des modèles pour tous. Et d'ailleurs, le Bouddha ne cherchait pas à convertir, il ne cherchait pas à faire changer les gens de religion. Il était au-delà de la religion. Et donc, ça me fait penser à un autre livre, du coup, que j'aurais pu citer, bien sûr, hein, le fameux Siddhartha de Hermann Hesse, qui là, je crois, est un livre qui n'est plus aussi lu qu'avant et que peut-être votre génération pourrait redécouvrir, car c'est un livre plein de ressources.